Bonjour Patrice Leclerc. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. On est ici à la mairie de Gennevilliers. Vous êtes maire communiste de la ville, une ville d'un peu plus de 43 000 habitants que l'on peut qualifier de populaire dans un département le plus riche de France, les Hauts-de-Seine. Aujourd'hui s'ouvre le 100e congrès des maires de France. On va revenir sur les conséquences de la politique d'Emmanuel Macron sur les collectivités locales. Mais d'abord, quel autre regard est-ce que vous proposez aujourd'hui, Patrice Leclerc ? Un autre regard, je pense que c'est celui d'un maire d'une ville populaire, qui suit ici de milieu populaire, fier d'être une ville populaire et qui veut rester une ville populaire au cœur de Grand Paris. C'est-à-dire c'est cette volonté d'arrêter de chasser les gens et donc c'est ce regard-là que je voudrais avoir. Alors je l'ai dit, aujourd'hui s'ouvre le 100e congrès des maires de France, un congrès sur fond de tensions entre les collectivités et le gouvernement. 15 000 maires sont attendus et une quinzaine de ministres devraient se succéder. Ça va être leur foire d'empoigne, non ? Foire d'empoigne, en tout cas, il faudrait que ce soit clair, la foire d'empoigne. En tout cas, les maires sont très en colère sur la situation qui leur est faite. Pas nouvelle d'ailleurs, le gouvernement précédent aussi avait tapé sur les maires et c'est là une aggravation des politiques contre les communes qui est faite. Le dialogue est encore possible entre les maires et l'exécutif aujourd'hui ? Pour l'instant, l'exécutif ne fait pas preuve d'un grand dialogue parce qu'il nous fait des petits mensonges de style qu'il compensera la suppression de la TH alors qu'on sait déjà qu'il compense la taxe d'habitation, oui. Et le fait qu'Emmanuel Macron n'ait pas, ou en tout cas n'ait jamais eu de mandat local, comme beaucoup d'autres au sein de l'actuelle majorité, ça joue sur l'orientation politique de ce gouvernement selon vous ? Je pense qu'il y a une prise de pouvoir de la technostructure ou de politique qui pense que la technostructure a raison, parce qu'il ne faut pas dégager le fait qu'il a été élu et que c'est cet élu qui laisse faire la technostructure, alors qu'un élu a le pouvoir de ne pas laisser faire. Donc il ne faut pas toujours renvoyer aux autres, mais c'est Bercy, c'est un mot entre les maires, on dit c'est encore Bercy qui a le pouvoir, ce qui n'est pas faux et je ne crois pas qu'il ait la volonté de bouger cela et qu'il ne connaît pas les réalités locales. Alors on en est où concrètement des dotations aux collectivités ? On demande toujours plus aux communes. Est-ce que l'État doit de l'argent à Gennevilliers aujourd'hui par exemple ? L'État a piqué 9 millions dans nos caisses dans le mandat précédent et là il s'apprête à nous en piquer à nouveau puisque pour la première fois depuis 2010 où a été supprimée la taxe professionnelle à l'époque où justement il était question de nous compenser à l'euro près. Pour la première fois, non seulement il n'y a pas eu d'augmentation, il n'y a jamais eu depuis 2010 d'augmentation donc on a perdu en pouvoir d'achat. Mais là, ils vont diminuer la compensation sur la TP. Comprenez que je ne peux pas le croire qu'ils vont compenser sur la TH. Alors justement, pour Emmanuel Macron, la suppression de la TH, la taxe d'habitation, c'est la garantie d'ici 2020 d'une augmentation du pouvoir d'achat des Français. J'ai regardé, 87% des habitants de Gennevilliers ne paieront plus leur taxe d'habitation d'ici 2020. Et l'État s'engage, en tout cas c'est ce qu'il a annoncé, à vous payer les 5 millions ou 6 millions de manque à gagner. Vous devriez vous réjouir, non ? Oui, mais 5 millions sans inflation, ça veut dire une perte de pouvoir d'achat. C'est un peu comme les retraités dont on n'augmente jamais la pension. Au bout de 10 ans, ils ont perdu beaucoup de pouvoir d'achat. C'est pareil pour les communes. Donc ce gouvernement ment en expliquant aux gens qu'il va leur faire gagner du pouvoir d'achat. D'abord parce qu'il leur rogne leur pouvoir d'achat avec la CSG par ailleurs. Et en plus, si les communes n'ont plus de moyens, ils vont augmenter leurs tarifs, ils vont augmenter la taxe foncière ou ils vont supprimer du service public, ce qui sera une perte pour les habitants. Et c'est aussi une perte d'autonomie pour les communes. Alors un autre sujet, le gouvernement l'a confirmé hier, ou en tout cas l'a réaffirmé, pas question de revenir en arrière sur la baisse des APL, un coût qui sera pris en charge par les bailleurs sociaux qui sont financés par les collectivités pour partie. Quelles conséquences cela va avoir pour une ville comme Gennevilliers ? Écoutez, j'ai fait faire un calcul à l'Office public HLM de Gennevilliers. Si toutes les mesures annoncées par Macron, dont la baisse de l'APL, se mettent en œuvre, c'est 8 millions en moins dans les caisses de l'Office HLM sur 36 millions de ressources en loyer. Ce qui veut dire pas de nouvelles constructions, plus d'argent pour réhabiliter ou pour entretenir le patrimoine. C'est une vraie catastrophe pour les offices publics HLM. Sachant qu'on sait que justement sur ces logements-là, c'est beaucoup d'entretien qui est… Oui, puis Macron veut pousser au regroupement des offices HLM et ce qu'il veut, c'est plus qu'un seul bailleur sur un territoire, sur un département. Ce qu'il veut, c'est éloigner des gens la gestion et de faire en sorte qu'il n'y ait plus une gestion de proximité et ce sera une aggravation des conditions de vie des habitants malheureusement. Un autre sujet qui risque d'impacter fortement les communes, le plan social envisagé sur les emplois aidés. Près de 100 000 emplois vont être supprimés. Vous avez des emplois aidés à Gennevilliers. À quoi servent les emplois aidés sur une commune comme celle-ci par exemple ? Alors, les emplois aidés, c'est quand même un emploi précaire. Il faut mieux développer des vrais emplois. Il prend cet argument-là d'ailleurs un peu mesquin parce qu'il ne développe pas de vrais emplois par ailleurs. Ceci dit, à Gennevilliers, c'est 33 emplois aidés dans différentes associations. Il y a des associations qui vont arrêter d'exister s'il n'y a plus d'emplois aidés. Il y a des associations à qui on a déjà supprimé des subventions. Je pense à la crèche des Grésillons qui fait de l'insertion, qui travaille à répondre aux besoins des habitants, dont l'activité peut être en danger par la baisse des subventions d'État et par la suppression des emplois aidés. Mais il y a d'autres associations, pareil, je pense au centre équestre,
qui travaillent à des tarifs réduits pour permettre à des enfants de milieux populaires comme Gennevilliers de faire du cheval, et ben ce centre équestre, il y a 2 emplois aidés, il risque de mettre la clé sous la porte si ils ne sont pas renouvelés. Ça veut dire que c'est double peine, c'est des gens qui vont perdre leur emploi et en plus des habitants qui vont perdre un service rendu par des associations? Ah bah oui, c'est la fin d'activités associatives dans beaucoup d'endroits, parce que sans ces emplois aidés, il n'y a pas de développement associatif. Et donc c'est les services que rendent ces associations aux populations qui vont disparaître, et c'est une vie associative qui va diminuer, et on sait que les associations, c'est ce qui fait la dynamique aussi démocratique d'une ville. Et quel va être votre rôle justement pour essayer de maintenir ce tissu associatif dans une ville comme Gennevilliers? Alors déjà, il y avait des suppressions de subventions avec le conseil départemental que nous avons compensées, voire même de l'État, puisque sur la politique de la ville, c'est 16% de subventions en moins qu'on a subi il y a 2 ans pour ces associations-là. Donc nous essayons d'aider, mais nous n'arriverons pas avec les baisses de nos ressources, nous, à compenser les baisses de l'État. Non, malheureusement, il y a des dangers pour les associations. Alors il dit qu'en même temps, les emplois aidés ne sont pas une solution pour le retour à l'emploi, et en même temps, la semaine dernière, le président de la République a annoncé qu'il allait créer des contrats aidés pour les territoires en difficulté. C'est qu'a priori, c'est utile les contrats aidés? Oui, c'est le double langage qui est utilisé. En gros, c'est toujours développer de la précarité et de casser ce qui peut fonctionner un peu. Mais plutôt que de réfléchir sur ce qu'il y a pour le transformer en pérenne, on casse de la précarité pour en réinstaurer encore plus précaire. Enfin, c'est comme ça que j'analyse la situation politique telle qu'elle est faite aujourd'hui. Alors 50% de la population de votre commune, je crois, est classée en politique de la ville. Pour le sociologue Renaud Epstein, dans Le Monde, il disait « Dans les quartiers populaires comme ailleurs, Macron privilégie les premiers de cordée ». Ça renvoie quelle image de quartier populaire, Patrice Leclerc? Moi, je suis pour plutôt combattre ces images négatives des quartiers populaires. Pour moi, c'est dans les quartiers populaires où il y a de la générosité, où il y a de la solidarité, où il y a du courage, parce que c'est là où les gens sont les plus courageux pour affronter les difficultés de la vie. Quand on a des familles entières au chômage, il faut être très courageux pour rester digne, et ça, je crois que c'est important. Et toutes les attaques sur l'image des quartiers populaires sont des attaques à la dignité des gens. Et ça, c'est une chose, ça fait partie du combat politique, peut-être symbolique, mais qui est très important. Les gens des quartiers populaires sont plus courageux que les gens qui habitent à Neuilly. Alors hier, je recevais la journaliste Isabelle Avran, elle est spécialiste du Moyen-Orient et elle vous a posé une question. Elle salue d'abord l'action que vous menez à Gennevilliers et elle vous demande, puisque vous êtes l'un des défenseurs de la libération des prisonniers politiques en Israël et notamment de Marwan Barghouti, elle vous demande quelles seront les suites de l'action du réseau Marwan Barghouti, alors que vous avez été empêché la semaine dernière d'entrer en Israël et en Palestine par les autorités israéliennes. Alors, d'une part, pour nous, c'est déjà une petite victoire que ce gouvernement, en nous empêchant de rentrer, a obligé que l'on parle de Marwan Barghouti et de Salah Hamouri. On en a parlé en Israël, on en a parlé en Palestine, on en a parlé en Turquie, on en a parlé en France, à l'Assemblée et au Sénat. L'année dernière, nous étions allés jusqu'à la prison, personne n'en avait parlé. Aujourd'hui, l'État d'Israël nous empêche d'y aller, on en parle. Ceci dit, nous allons continuer parce que l'atteinte liberticide de l'État d'Israël n'est pas acceptable. Nous faisons venir Fadwa Barghouti à la fin du mois en France et nous organisons un tour de France avec Fadwa Barghouti pour faire parler des prisonniers politiques en Palestine et continuer ce combat avec force. Une dernière question, Patrice Leclerc. Ce week-end se tiendra la Convention nationale de la France insoumise. Jean-Luc Mélenchon était votre candidat à la présidentielle, je crois. Et qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui de lui et de son mouvement? Ce que j'aimerais bien, c'est qu'il travaille un peu plus au rassemblement de toutes les forces alternatives pour pouvoir regagner en force. On sent bien qu'il lui-même parle un peu d'un essoufflement et un peu déçu de tout, mais il ne faut pas être déçu. La question, c'est est-ce que toutes les forces politiques, je dis bien toutes, les insoumis, comme les communistes, comme Ensemble et comme d'autres encore, je pense à des écologistes, ont des actes de rassemblement pour que tous ceux qui sont pour changer ces sociétés soient plus forts, parce que c'est quand même la question qui nous est posée. Il ne faut pas sous-estimer que les rapports de force au moment des présidentielles étaient plutôt favorables aux forces libérales qu'aux forces progressistes. Et donc il faut qu'on se rassemble pour renverser la tendance. Merci beaucoup Patrice Leclerc. Demain, on s'interrogera sur la place de l'humour dans un contexte où la parole est mesurée, parfois verrouillée jusqu'à la censure et l'autocensure. Je recevrai Didier Porte, qui a souvent fait les frais de cette censure. Vous avez une question pour lui? Oui, alors moi je sais qu'il a quitté France Inter, enfin quitté, il n'a pas quitté, il a été chassé de France Inter, mais j'aurais une question à lui poser. Je suis un auditeur du matin de France Inter et j'ai remarqué que souvent les gens sérieux, économistes, je pense à ceux, sont des libéraux et puis les humoristes sont de gauche. Est-ce que c'est calculé par la direction de France Inter ou est-ce que c'est un hasard? Peut-être que l'humour n'est qu'à gauche, mais peut-être qu'il y a une explication. Eh bien, je lui transmettrai la question. Merci beaucoup.